Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Céline Pajon, qui est spécialiste du Japon et de l'Indo-Pacifique au Centre Asie de l'IFRI. Au cours des derniers mois, elle a notamment publié 2 études remarquées. La première, coécrite avec Jérémy Bachelier, porte sur la France dans l'Indo-Pacifique. Quant à la seconde, elle a pour titre « Replacer l'Amérique du Sud sur la carte française de l'Indo-Pacifique ». Céline, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc, bonjour Cathy. Bonjour Céline. Pour commencer, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler la genèse du concept d'Indo-Pacifique, qui est une zone extrêmement large, dont les contours varient d'ailleurs selon les pays? Oui, tout à fait, le concept d'Indo-Pacifique est somme toute assez récent. Même s'il y a des discussions sur sa genèse, certains experts remontant aux réflexions sur la Grande Asie, on peut dire que c'est le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui a popularisé ce terme. En 2017, il avait fait un discours remarqué devant le Parlement indien et il avait évoqué la confluence des 2 océans. En 2016, il annonce la stratégie japonaise pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. Cette expression Indo-Pacifique libre et ouvert a été reprise par l'administration Trump l'année suivante, qui cherchait à marquer sa différence avec le fameux pivot vers l'Asie porté par le président Obama. Et aujourd'hui, si on observe bien, c'est plus d'une dizaine de pays et de groupements régionaux qui ont publié leur propre vision pour l'Indo-Pacifique. Et effectivement, il y a autant de visions et de définitions qu'il y a d'acteurs. Ceci pour rappeler qu'il s'agit bien d'une construction géopolitique qui reflète certes une réalité, c'est-à-dire l'intégration croissante de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, notamment via des routes maritimes clés, et un espace qui forme aujourd'hui l'épicentre géoéconomique et géostratégique mondial. Je peux rappeler que la région produit 60% du PIB mondial et inclut des poids lourds comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud. Dans le même temps, dans cette région vraiment stratégique, on voit l'environnement de sécurité qui s'est largement dégradé ces dernières années. Il y a des foyers de tensions persistants depuis les années 50, avec la péninsule coréenne ou le détroit de Taïwan. Au-delà de ça, il y a un retour de la compétition géostratégique. On voit l'aggravation des tensions interétatiques qui sont également nourries par de nombreux différents territoriaux dans toute la zone. On observe aussi une remise en cause du droit international, notamment via l'expansion maritime de la Chine et la militarisation d'îlots qui sont contestés en mer de Chine méridionale. Enfin, il y a aussi une intensification des risques de sécurité non traditionnels, comme les pressions sur les ressources naturelles, le réchauffement climatique, etc. Donc, au-delà de cette réalité, le concept d'Indo-Pacifique reflète aussi les intérêts des États qui s'en saisissent. Donc, le Japon a par exemple une définition géographique maximaliste de la zone, des États de la côte est de l'Afrique aux confins orientaux du Pacifique. Et d'ailleurs, la France partage cette vision maximaliste. Par contre, les États-Unis n'incluent pas la partie ouest de l'océan Indien, car finalement, leur définition est calquée sur la zone de responsabilité de leur commandement militaire de l'Indo-PACOM, qui se trouve à Hawaï. Il existe donc une multitude d'approches pour l'Indo-Pacifique, tout ont en commun de défendre un ordre international basé sur la règle de droit, la liberté de circulation, mais aussi le renforcement de la connectivité dans la zone et plus globalement sa stabilité. Les divergences principales relèvent des accents qui sont plus ou moins portés sur la dimension militaire ou diplomatique ou économique des différentes approches et des démarches plus ou moins inclusives ou exclusives. On sait que la démarche américaine est clairement sino-centrée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle voit la Chine comme un rival stratégique, donc c'est vraiment une démarche d'endiguement pratiquement face à la Chine. Vous revenez tout juste d'un embarquement avec la Marine nationale en mer de Chine méridionale. En quoi cette expérience vous a-t-elle permis de mieux comprendre les intérêts français dans cette zone et la stratégie Indo-Pacifique de la France ? Oui, j'ai en effet eu la chance d'être embarquée plusieurs jours à bord d'une frégate de la Marine nationale en mer de Chine méridionale. C'était une expérience extrêmement enrichissante qui m'a permis d'appréhender très concrètement la mise en œuvre d'un des objectifs phares de la stratégie française dans la région, c'est-à-dire faire respecter le droit international et notamment la liberté de navigation.
Alors je souhaite juste rappeler que la France est le premier pays européen à avoir adopté une stratégie pour l'Indo-Pacifique en 2019, et cela parce qu'elle y possède des intérêts de souveraineté, c'est-à-dire des territoires ultramarins dans les océans Indien et Pacifique, donc la Réunion, Mayotte, les terres australes et antarctiques, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française, Clipperton. La France a un territoire maritime de plus de 9 millions de kilomètres carrés, donc c'est sa zone économique exclusive qui est la seconde plus vaste au monde. Et il y a plus de 1,6 million de Français qui vivent dans la zone. La France est également le seul pays européen à entretenir des forces de souveraineté dans la région, avec près de 8000 hommes et femmes, 12 navires, 40 aéronefs en permanence dans la zone. Donc le premier objectif de la France dans l'Indo-Pacifique, c'est d'assurer la sécurité, la protection de ses territoires et de ses ressortissants. Cette grande région de l'Indo-Pacifique regorge aussi de ce qu'on peut qualifier d'intérêt de puissance pour la France étant un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a une responsabilité particulière pour veiller au respect des traités et des régimes internationaux, notamment en ce qui concerne la non-prolifération des armes de destruction massive, mais aussi la liberté de navigation donc, et le droit international de la mer, considérant la tendance à la territorialisation des espaces maritimes et le retour aux faits accomplis pour régler les différends territoriaux dans la zone et notamment dans la mer de Chine méridionale. La Chine revendique en effet 80% de la zone. Elle a tracé une ligne à 9 traits ou 10 traits ou 11 traits selon les années. Et elle a pris pied sur certains îlots, les a poldérisés et les a militarisés. Et considère ces eaux internationales comme les siennes et effectue des contrôles réguliers. Et donc cela me ramène à mon embarquement qui a mis en évidence pour moi au moins deux éléments. D'abord, l'effort consenti par la France pour déployer des capacités militaires de haut rang dans cette zone, étant donné les élongations entre la métropole et cette zone indo-pacifique et notamment du Pacifique Nord. La France, pour rappel, conduit annuellement des déploiements de plusieurs mois dans la zone, qui va être aussi l'occasion de renforcer la coopération avec nos alliés et partenaires, qui sont l'Inde, le Japon, les États-Unis, l'Australie, les pays du Sud-Est et nos partenaires européens quand ils se déploient aussi. Le second élément, c'est la nécessité de ce type de déploiement, à la fois pour assurer une approche autonome, une capacité d'évaluation de la situation sur zone de manière autonome et une capacité d'action. Donc par le recueil d'informations et d'échanges aussi, d'informations de première main avec nos partenaires, mais aussi la nécessité de ce type d'opération pour défendre des principes qui sont bafoués aujourd'hui en mer de Chine du Sud. Et de fait, une frégate chinoise est venue à surveiller notre bâtiment dans les eaux revendiquées par la Chine. Et donc, pour paraphraser l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, de telles violations du droit international, aujourd'hui en mer de Chine méridionale, pourraient avoir lieu demain en Méditerranée. Donc, c'est aussi important d'être présent dans cette zone. Si on revient un petit peu avant l'adoption de la stratégie Indo-Pacifique de 2019, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était la vision géopolitique de la France avant, quand on ne parlait pas encore d'Indo-Pacifique, comment est-ce qu'on concevait cette vaste zone? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, dans le fond, on a évolué vers cette vision Indo-Pacifique, rejoignant la vision japonaise? Alors, avant l'Indo-Pacifique, nous parlions d'abord d'Asie-Pacifique. Donc, c'était un terme qui était assez générique et qui n'englobait pas jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique. Donc, nous sommes positionnés sur une stratégie Indo-Pacifique simplement pour pouvoir définir au mieux les intérêts et l'approche spécifique de la France dans cette région. Donc il y avait la définition japonaise, la définition américaine qui a pris le pas, qui a d'ailleurs teinté cette notion d'Indo-Pacifique d'une tonalité un peu anti-chinoise quelque part. Donc pour la France, c'était important de se saisir de ce concept, étant une puissance résidente de la région avec
avec des territoires et de pouvoir en définir une approche qui est inclusive, qui est spécifique à la France, c'est-à-dire qui doit lui permettre de pouvoir poursuivre un dialogue avec la Chine et pouvoir parfois travailler avec les États-Unis, mais parfois être en retrait et pouvoir poursuivre ses propres intérêts lorsqu'elle en a besoin. C'est la fameuse puissance d'équilibre française qui n'est pas une équidistance, comme le dit souvent la diplomatie française. D'ailleurs, cette expression de puissance d'équilibre, vous la mentionnez dans votre étude d'octobre 2023, en la critiquant, en expliquant que ça crée de la confusion auprès de nos alliés et partenaires. Et vous plaidez dans cette étude pour une posture stratégique plus pragmatique de la France dans l'Indo-Pacifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que pourrait être cette posture plus pragmatique ? Oui, tout à fait. En effet, dans ce rapport avec Jérémy Bachelier, nous faisons le constat que la France doit relever un certain nombre de défis si elle souhaite jouer un rôle majeur dans la zone Indo-Pacifique. Et effectivement, cette posture diplomatique de puissance d'équilibre est souvent mal comprise. Elle évoque l'idée d'une troisième voie, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une posture d'équidistance entre la Chine et les États-Unis. Nous sommes bel et bien alliés avec les États-Unis, nous partageons nombre de valeurs et de principes. Simplement, nous voulons dire que nous ne sommes pas toujours alignés sur les États-Unis. Alors, pour nous, cette ambiguïté de cette posture d'équilibre devrait céder le pas à une approche plus pragmatique, notamment vis-à-vis de Washington, c'est-à-dire que nous ne devrions pas s'interdire de rejoindre des initiatives pertinentes pour la France, même si elles sont conduites au départ par les États-Unis. Donc je pense par exemple à l'initiative des Partners in the Blue Pacific, les partenaires dans le Pacifique bleu, qui regroupe un certain nombre de partenaires des États-Unis pour travailler dans cette zone du Pacifique insulaire, mais la France a décidé d'être simplement État observateur de ce groupement, alors que l'Allemagne, par exemple, est État membre de plein droit. Un second défi qui nous est apparu, ce sont les moyens qui apparaissent encore comme insuffisants au vu des missions que doivent relever notamment les forces françaises dans la région et des élongations sur zone. Et donc ces moyens mis en place par la France ne semblent pas en adéquation avec ses ambitions. Et ça a soulevé la question de la crédibilité de l'approche française, notamment après l'annonce de AUKUS, lorsque, en septembre 2021, l'Australie a décidé de mettre fin au contrat pour la livraison de sous-marins conventionnels et préférer une option de sous-marins à propulsion nucléaire en coopération avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors d'un point de vue très pratique, cela impliquerait de renforcer les capacités des forces de souveraineté françaises dans la région, mais aussi travailler à l'établissement de points d'appui afin de faciliter les déploiements vers le nord du Pacifique. Et à nouveau, mon embarquement a permis d'illustrer ce point, c'est-à-dire qu'en cas d'avarie technique, il est absolument essentiel de pouvoir compter sur une plateforme logistique, un partenaire de confiance auprès duquel nous pourrons faire escale, récupérer une pièce technique sans avoir tous les soucis de procédure administrative, qu'on puisse récupérer tout cela en temps et en heure pour permettre la poursuite du déploiement. Par ailleurs, une redéfinition des zones de responsabilité des autorités militaires françaises dans l'Indo-Pacifique serait sans doute utile. Là également, durant mon embarquement, nous étions en mer de Chine méridionale et donc nous étions sous la responsabilité du commandement de la zone Asie-Pacifique, ALPACI, qui est basée à Papeete, c'est-à-dire à 18 heures de décalage horaire par rapport à la mer de Chine méridionale. C'est-à-dire que simplement, en termes de communication, effectivement, concrètement parlant, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Le troisième défi que nous avions identifié, ce sont les tensions qui sont liées au passé colonial de la France dans la région. Et bien entendu, les événements actuels en Nouvelle-Calédonie sont symptomatiques de ces comptes qui ne sont pas encore réglés et qui peuvent avoir une conséquence directe sur la présence française et son mode d'action dans la région. Il faudrait donc idéalement réussir à aplanir ces différends et renforcer la coordination avec les collectivités d'outre-mer en prenant en compte leurs préoccupations et en les intégrant à la définition et la mise en œuvre de la stratégie française dans la zone.
Céline, vous rappelez à juste titre dans votre note de février 2024 que l'Amérique latine fait partie de la zone Indo-Pacifique. Comment la France pourrait-elle davantage prendre en compte les pays d'Amérique du Sud dans sa stratégie Indo-Pacifique et plus largement dans sa politique étrangère ? Alors en effet, comme je l'ai rappelé, la France adopte une vision très large de l'Indo-Pacifique qui va jusqu'au limbe oriental du Pacifique, mais les pays de la côte occidentale de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire ceux que je traite dans ma note, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Chili, ils en forment le voisinage immédiat, mais ils sont complètement absents de cette réflexion stratégique française. Pour moi, ça reflète en grande partie le manque d'intérêt de la France pour ces pays, l'Amérique latine étant communément décrite comme l'angle mort de la diplomatie française. Or, si on regarde une carte, effectivement, notre carte européano-centrée nous fait couper finalement l'océan Pacifique en deux. Mais finalement, si on réintègre l'océan Pacifique dans sa globalité, on voit bien que l'Amérique latine fait partie de cette grand Indo-Pacifique et que le Chili avec l'île de Pâques est finalement le voisin oriental le plus proche, si on peut dire, de la France et de la Polynésie française. Et ce que je montre dans ma note, c'est qu'aujourd'hui, ces pays de la façade pacifique de l'Amérique du Sud sont des acteurs importants. Ils sont d'importants fournisseurs de minerais stratégiques, par exemple, notamment le lithium et le cuivre. Ils sont donc des partenaires clés pour la mise en œuvre de la double transition énergétique et numérique qui est au cœur de la politique française et de la politique européenne plus largement. Ils sont aussi des partenaires clés dans la lutte contre le changement climatique. Et on sait que le président Macron a été extrêmement proactif sur cette problématique-là. Donc l'Union européenne, en fait, a déjà identifié cette pertinence de ces partenaires et a amorcé un rapprochement stratégique à la faveur d'un sommet qui s'est tenu en juillet 2023 avec ces États d'Amérique latine et de Caraïbes. Et donc ma recommandation dans cette note, c'est que la France puisse se positionner plus volontairement, plus proactivement dans le sillage de l'Union européenne pour faire valoir ses propres intérêts, et notamment en intégrant donc ces pays à sa stratégie Indo-Pacifique. Donc ça permettrait de les remettre sur le radar diplomatique et ça permettrait aussi de prendre en compte cette dimension maritime qui est le théâtre pacifique commun entre la France et l'Amérique du Sud. On estime par exemple que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée prive les pays d'Amérique du Sud de 15% de leur capture annuelle. Il y a donc un véritable besoin de coopération en matière de sécurité maritime sur lequel la France pourrait et devrait se positionner, d'autant qu'elle a une expertise qui est très, très reconnue sur ces questions-là. Au-delà des questions des pêches, il y a la lutte contre le trafic de drogue et la réponse aux catastrophes naturelles qui s'imposent également comme des domaines prometteurs pour la coopération, ainsi que la mise en place et la protection des infrastructures marines stratégiques, en particulier les câbles sous-marins. Quand on regarde la carte du Pacifique, en fait, on s'aperçoit que la Polynésie française émerge aujourd'hui comme un point de passage quasi obligé des câbles reliant l'Amérique à l'Asie. Enfin, je parle également dans ma note de l'Antarctique, qui pourrait être aussi un théâtre de coopération commun entre la France et certains pays latino-américains, comme le Chili, le Pérou et l'Argentine. Vous nous avez parlé, Céline Pajon, de votre embarquement avec la Marine nationale, mais pas encore de la fin de cet embarquement, puisque vous êtes ensuite allé à Singapour. Et à Singapour, vous avez participé au dialogue de Shangri-La, qui est un important forum stratégique organisé chaque année par l'International Institute for Strategic Studies. Alors vous avez eu la chance d'y participer. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu la manière dont les points de tension régionaux ont été abordés lors de cette édition 2024 ? Oui, tout à fait. Alors, le dialogue Shangri-La réunit chaque année les responsables de la défense des pays de l'Indo-Pacifique, et également des journalistes et des experts. Et ce qui est ressorti de l'édition de cette année, à mon sens, c'est le durcissement de la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. Le constat d'un déficit de dialogue qui est accompagné d'une course aux armements, au recours à des techniques de guerre hybride également, tout cela qui accroît les dilemmes de sécurité dans la région et déstabilise la zone.
Il y a deux grands points de tension qui cristallisent les frictions aujourd'hui. Le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale. On constate en effet ces dernières années une montée en puissance des exercices militaires chinois de plus en plus ambitieux, de plus en plus dangereux dans le détroit de Taïwan et une montée des pressions également sur l'île qui a organisé des élections générales en début d'année. Donc on a vu le nouveau président William Lai être arrivé au pouvoir et avoir un discours politique assez volontariste qui a été très très mal reçu du côté de Pékin. Et lors du Shangri-La Dialogue, en fait, nous avons pu entendre le nouveau ministre de la Défense nationale chinois qui a martelé un discours extrêmement offensif. Il a rappelé à plusieurs reprises que Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et il a menacé à la fois les tentatives d'indépendance de Taïwan par l'élite, enfin, par les politiques taïwanais, les autorités taïwanaises, mais il a également menacé les acteurs extérieurs qui soutiendraient l'indépendance de Taïwan d'autodestruction, je cite. Donc c'était quand même assez violent comme diatribe. Lors du Shangri-La, il a également donc été beaucoup question de la mer de Chine méridionale, notamment parce que la Chine a franchi un cap récemment dans les tensions en utilisant des canons à eau contre les garde-côtes philippins dans une zone qu'elle revendique. Donc, lors du dialogue, nous avons eu le président philippin qui a fait une keynote remarque et dans ses remarques, il a rappelé avec force la centralité de la règle de droit, du respect du droit international, du droit de la mer en mer de Chine méridionale. Je peux rappeler que les Philippines avaient emmené la Chine en fait devant le tribunal arbitral de La Haye, qui avait rendu en 2016 sa décision, qui avait invalidé les revendications chinoises qui sont basées sur des soi-disant droits historiques qui ne sont pas reconnus par le droit international. Lors du Shangri-La, le président philippin a également posé des lignes rouges, mentionnant que si un ressortissant philippin était tué sciemment par des forces chinoises, cela serait considéré comme un acte de guerre, ou quasiment. Et les États-Unis, par la voix du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ont par la suite réaffirmé la solidité à toute épreuve de leur alliance avec les Philippines, apportant un soutien très important à Manille. Pour terminer, un des faits marquants de cette édition du dialogue de Shangri-La a été la présence du président Zelensky. Quel est le regard des pays de l'Indo-Pacifique sur la guerre en Ukraine ? Alors, le président Zelensky était effectivement l'invité surprise du dialogue et il est venu en personne plaider pour un soutien des pays d'Indo-Pacifique et en effet, il n'est pas arrivé en terrain conquis. Les pays de la zone, notamment ceux d'Asie du Sud-Est, ont un positionnement beaucoup plus nuancé que les Européens par rapport aux événements en Ukraine et d'ailleurs n'ont pas, dans leur majorité, souhaité condamner ou sanctionner la Russie. D'ailleurs, ça a été une des grandes surprises lors des premiers votes aux Nations Unies après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par ailleurs, on sait que la Chine soutient l'effort de guerre russe par ses échanges économiques et l'approvisionnement en équipements à usage dual. Et Volodymyr Zelensky a également, lors de ses remarques, reproché à la Chine de faire pression sur certains pays asiatiques afin de les décourager de participer au Forum pour la paix qui se tient en juin en Suisse. Alors, une question intéressante qui a été soulevée à l'occasion de la venue du président Zelensky par beaucoup de délégués, de représentants asiatiques est celle du double standard entre le dossier ukrainien, dans lequel les pays occidentaux appellent unanimement à condamner la Russie, et le conflit au Moyen-Orient et à l'ambiguïté des positionnements occidentaux vis-à-vis d'Israël. Donc la sensibilité en fait à la question palestinienne est vraiment très très importante dans les pays d'Asie du Sud-Est qui ont une population musulmane, en particulier l'Indonésie qui a la plus grande communauté musulmane au monde. Donc cette problématique du double standard a été évoquée et soulevée comme un sujet clé aussi qui revient très régulièrement lorsqu'on parle
des rapports de force, de l'évolution du rapport de force, de la montée en puissance du Sud global, entre guillemets, même si ce sont des pays extrêmement hétérogènes, et d'une éventuelle désoccidentalisation du monde. Donc là, on a vu vraiment à l'œuvre très concrètement cette problématique. Finalement, ce qui a été évoqué à nouveau pour éviter au maximum ce double standard, c'est le rappel au respect du droit international. Rappeler le droit international humanitaire et l'autorité des grandes cours pénales. Alors, pour terminer sur le Shangri-La et l'importance de ces conflits finalement extra-régionaux, je souhaiterais rappeler que l'ensemble en fait, des intervenants, me semble-t-il, a reconnu que dorénavant les différents grands théâtres transatlantiques, européens, indo-pacifiques, étaient aujourd'hui largement interconnectés et interdépendants, et qu'effectivement on ne pouvait plus avoir le loisir, le luxe de rester concentré sur son voisinage en termes stratégiques, et que une guerre à l'autre bout du monde, un conflit à l'autre bout du monde avait des conséquences directes sur sa sécurité propre. Bien, Céline Pajon, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.